Vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de suivre justement votre émission Grande Tribune. Grande Tribune, nous sommes lundi 7 avril 2025. C'est déjà le 4e mois de l'année 2025. Donc, le premier mois du second trimestre qui vient justement de commencer. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Pensée pieuse à toute la population de Ndjili, Matete, ainsi que des bonhommes qui sont touchés par ces inondations des eaux depuis la nuit du vendredi au samedi. On va suivre quelques réactions des autorités par rapport à cela. Donc, depuis le samedi 23 avril, il y a eu 23 décès, 46 hospitalisés, une cellule de crise a été mise en place. Les pluies diluviennes ont pris toute la journée du vendredi au samedi dans le Congo central, qui ont malheureusement inondé les rivières de Ndjili et de Lukaya, qui ont débordé, ont emporté et submergé le boulevard Lumumba, ce qui a bloqué la circulation dans la commune de Limete, de Ndjili et de Massina. Ça, c'est le ministre Jacquemain Chabani, le VPM, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ces inondations ont également entraîné l'interruption de l'approvisionnement en eau potable dans certains quartiers et perturbé le trafic routier. Les autorités ont commencé même l'évacuation de certains sites ayant accueilli les Jeux de la francophonie. Donc, quelques sinistrés sont logés au site qui a abrité les Jeux de la francophonie, au stade donc Tata Raphaël. Le samedi, dans la soirée, on apprenait que le bilan était revu à la hausse. On passe de 23 à 33 morts actuellement, donc dû à ces inondations. Mais les eaux commencent déjà à sécher. Petit à petit, la circulation sous le boulevard Lumumba est en train de reprendre progressivement. Le gouverneur Daniel Bumba a également réagi. Il dit ce qui suit, je cite, « Nous rappelons à notre population qu'il est interdit de construire dans des zones frappées d'interdiction de construction. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes et des vies humaines parce que la population ne veut pas suivre la règle. » Fayoulou a réagi. Martin dit ceci, « L'urbanisation chaotique de la ville, l'absence du plan d'aménagement et les constructions anarchiques galopantes sont le reflet d'un laxisme criminel des autorités. » Voilà, merci à vous tous, messieurs, dames. Sans oublier également cette réaction de la société civile, quelques membres de la société civile, dont Jean-Jacques Lumumba et Floribin Mouteba de l'ODEP ont donc réclamé la démission du gouverneur Daniel Bumba Lubaki. On parlera également, mesdames et messieurs, de ces pourparlers directs en second lieu, pourparlers directs entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23, dont Corneille Nangaa a annoncé aujourd'hui la création d'une structure de finance et les relances des banques commerciales à travers les cités occupées, les territoires occupés. Goma, Bukavu sont notamment visés. Corneille Nangaa qui dénoncer le fait que Kinshasa a bloqué, a paralysé les fonctionnements des institutions bancaires dans une partie de ces deux provinces. Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'être avec nous. Alors, on est avec 3 invités sur ce plateau d'entrée des jeux. Monsieur Henri Timbalanga, toujours au poste, bien habillé, avec un très bon gilet. Bonjour Monsieur Henri Timbalanga et bon début de semaine. Merci beaucoup Dan, je salue Diana et Damien. Oui. En tout cas, je crois que ça fait un peu très mal de voir les images où on voyait des personnes qui devraient tout faire pour empêcher que les autres ne soient emportés par les eaux. Alors c'était très compliqué et vraiment affreux du fait que les moins résistants semblaient être emportés. Il y en a qui suivaient vous. C'était pas des histoires souhaitables à vivre et les vies humaines disparaissaient comme ça, mine de rien, comme si on est dans un film d'action, mais pour autant des réalités. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Au regard de cet événement, on va échanger avec les compatriotes. Oui.
Voilà. Merci bien, monsieur Henri Chimalanga. On a vu même certains Congolais sur leur propre toit parce que les parcelles étaient totalement pleines. Hein. Vraiment. D'autres étaient sous les toits de leur maison. Les images étaient très, très choquantes. Alors, je prends la deuxième personne, hein, monsieur Mike Gardidiana. Bonjour et comment allez-vous? Bonjour Dan, merci pour l'invitation. Bonjour à monsieur Henri, bonjour à monsieur Damien et à tous ceux qui nous suivent en cet instant. Moi, je me porte bien et je l'espère également pour vous et pour l'ensemble de Congo Buzz. Mais la vérité, c'est que mentalement, on est un peu traumatisé. Mentalement, vous êtes traumatisé. Je ne sais pas si monsieur Damien se porte bien. Monsieur, comment vous allez? Comment pouvons-nous nous porter bien lorsque nous perdons, je veux dire bêtement, nos compatriotes? Une chose qu'on devrait éviter, parce que ce n'est pas le moyen qui nous manque, ce n'est pas l'intelligence qui nous manque, ce n'est pas l'espace qui nous manque pour que nous puissions mieux faire de choses. Mais ici, j'ai quand même une préoccupation de plus. J'ai vu hier sur les antennes, j'ai lu sur X, que notre Premier ministre est arrivé aux Émirats Arabes Unis, répondre à une conférence des entrepreneurs, où on parle de l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Je me dis, dans un pays sérieux, comment peut-on prendre un avion, partir et laisser sa population en train de mourir? Comment? La même route qui était censée la ramener, par laquelle il devait passer à l'aéroport, était inondée. Donc je suppose qu'elle a pris le fluvial pour arriver à Njili et ne portant même pas la peine de se gouverner. C'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et ça, je suis indigné. Maman Premier ministre, moi, je suis parmi de ceux qui vous avaient félicité votre accession au gouvernement. Mais aujourd'hui, en voyant cela, vous, en tant que maire, c'est là, franchement, madame, vous m'aviez vraiment indigné et je ne suis pas d'accord avec vous sur ces points. Merci bien, monsieur Damien Terranova. On va revenir sur cette question, sur aussi l'importance de cette conférence. Est-ce qu'elle pouvait ne pas y aller? On va réfléchir à ce sujet. Alors, on va essayer d'établir les responsabilités du côté de la population qui construit sur les zones, le gouvernement l'a dit, interdites des constructions. Il y a les autorités également, le gouverneur, les ministères provinciaux, le ministère national, urbanisme, affaires foncières. À quel niveau on va situer les responsabilités? Manque d'urbanisation. Qui est responsable de quoi et comment trouver la solution? On commence avec M. Henri Chimalanga. Quel est votre avis par rapport à cette question? Qui est responsable? En premier, l'État congolais. Simplement parce que, vous savez, l'État congolais a la responsabilité, d'une part, d'établir une politique nationale en cette matière. C'est facile, comme le dit le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui condamne les Congolais qui construisent à des endroits non appropriés. Mais quand on leur octroie des autorisations par les services attitrés, ça voudrait dire que, parce que nous, en tant que citoyens, communs de mortels, on n'est pas initié en la matière, mais le service compétent, il sait que, voilà, je vous donne cette autorisation que vous avez sollicitée, parce que là-bas, il est prévu de construire. Mais quand vous me donnez cette autorisation-là, au nom de l'État congolais, et puis après vous revenez me condamner que j'ai construit là où il n'est pas permis, qui a interdit? C'est l'État congolais. Et qui a autorisé? En autorisant, en octroyant des autorisations, comment l'État congolais devrait se soustraire de ses responsabilités? Alors pourquoi vous avez autorisé? Il serait correct de dire que ceux qui ont construit à ces endroits-là n'en ont pas d'autorisation. Là, maintenant, c'est en tout cas la responsabilité de ces gens-là et ils vont s'assumer.
Mais dès lors que vous donnez des autorisations, mais vous voulez vous soustraire sur base de quoi? Connaissons un peu les magouilles dans les services, dans les services publics de l'État congolais. Il y a des personnes qui s'arrogent certains pouvoirs d'engager une institution pendant que, en violation même des pouvoirs réglementaires, en accordant des titres aux particuliers. Est-ce qu'on doit nécessairement engager la responsabilité de l'État pendant qu'il y a des individus qui ont usé du pouvoir de l'État? Mais ces individus-là utilisent le pouvoir de l'État. Là où il est dans ce bureau-là, ce n'est pas son bureau privé, c'est un bureau de l'État. Maintenant, quand toi tu arrives, tu vas à l'adresse indiquée. Un bureau officiel. Comment, Dan, mettons-nous un peu à la place de tout ce Congolais lambda qui va là-bas, on lui dit, c'est le ministère, exemple, de l'urbanisme ou les affaires foncières. Vous y allez parce que vous savez que c'est là-bas. Et vous entrez dans les bureaux, vous avez les secrétaires, vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce bureau-là. Et vous sortez avec un document estampillé, caché, un sceau officiel. Comment vous allez comprendre que non, le monsieur a abusé de ce pouvoir ici? On vous donne l'autorisation d'aller construire. Souvenez-vous, ici à Gombe, et quand un immeuble là s'était affaissé aux côtés de... Jusqu'aujourd'hui, qui a eu le courage de citer le nom du propriétaire de cet immeuble-là? Tout le monde ignore. Mais quand vous aviez signé l'autorisation, vous allez nous dire que jusqu'aujourd'hui, vous avez signé une autorisation comme ça, il n'y a pas de nom de la personne à qui vous avez autorisé de construire. Vous voyez, donc on ne doit pas avoir cette habitude qui est très dangereuse pour le fonctionnement d'un État, de quand il y a une situation, personne ne veut porter la responsabilité. Il faut se soustraire. Oui. Mais quand il y a l'argent, on est chef. Non, c'est d'abord le chef qui doit. C'est le chef. Mais quand il y a des conséquences, là, personne ne veut porter la responsabilité. Et nous vivons ça dans tout domaine. La cause, c'est cyniquement les constructions... Bon, d'abord, vous savez, dans Kinshasa aussi, nous avons un sérieux problème. Ce manque, je disais, de politique nationale dans ces différents domaines-là. Nous repartons au départ. Le colonisateur nous laisse d'abord Kinshasa avec 13 communes, 13 ou 14 communes. Oui. Mobutu arrive, lui, il va jusqu'à 24 communes. Mais les autres communes qui ont été créées, vous verrez même la différence entre les communes ou les quartiers laissés par le Belge, plus ou moins, c'est urbanisé. Vous voyez, quand vous regardez par exemple le Matete, vous avez des quartiers qui sont plus ou moins urbanisés. Mais maintenant, les autres quartiers ou les autres communes qui ont été créées par la suite, sous le maréchal Mobutu, est-ce qu'il y a-t-il même de voies de canalisation, d'évacuation d'eau? Il n'y en a pas. Or, quand les eaux de pluie doivent se chercher d'elles-mêmes les voies ou les passages, eh bien ça rase, ça emporte le sable. Et au fil du temps, ça crée quoi? De l'autre côté, nous avons le service ici d'OVD. Ça ne fonctionne pas. Nous sommes ici à côté du boulevard, nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Dès qu'il pleut, eh bien, le boulevard du 30 juin est noyé. Simplement parce que depuis la gare centrale jusqu'au fond, c'est plein de sable dans les dalles. Alors, maintenant, les eaux, il suffit d'une petite pluie ici sur le boulevard, on est foutu. Oui. Parce que on ne se donne pas cette obligation de curer les caniveaux. Moi, j'ai vu au niveau de Victoire, à Matongé, quartier Matongé, beaucoup de gens ont été surpris. On avait même perdu l'image que les caniveaux tout au long de Matongé, le quartier Victoire là-bas, c'était profond jusqu'au niveau de mes hanches. Quand dernièrement on a curé, mais tout le monde était étonné. Ah bon, c'est profond comme ça. Mais c'était totalement rempli de sable et de bouteilles depuis tout ce temps. Et dès qu'il pleut, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez pas où mettre le pied. Alors, nous devons voir, d'une part, nos responsabilités quotidiennes en tant que les responsables des services attitrés, entre autres l'OVD, mais pour ceux qui construisent, qui ont construit à des endroits non autorisés, mais là, automatiquement, c'est le service qui donne ces autorisations-là. Vous ne pouvez pas avoir peur de donner des autorisations à des endroits non indiqués. C'est-à-dire, vous préférez bouffer l'argent et se dire, ah,
Quand ils vont couler, ça c'est leur problème. Mais non, c'est le problème de l'État congolais qui n'arrive pas à sécuriser la population et leurs biens. Merci bien, monsieur Henri Tshimbalanga. Donc, on ne va pas simplement s'acharner sur la personne de Daniel Bumba. Le mal est vraiment profond. Mais lui, c'est d'abord l'autorité de la ville. Lui ne doit pas s'acharner sur ceux qui ont construit. Mais il doit faire ce qui est dans son pouvoir en tant que le numéro 1 de la ville. Là où il faut casser pour essayer de laisser et prendre de nouvelles dispositions, agrandir les conduites d'eau, les voies d'évacuation. Merci beaucoup, monsieur Henri Tshimbalanga. Voilà, on a suivi un opposant indexer le président Tshisekedi directement. Est-ce qu'on devrait, n'est-ce pas un abus de langage ou bien un peu la politisation de tout, mettre le chef de l'État dans cette affaire? Je ne sais pas. On va toutefois y réfléchir. Monsieur Mac Gardidiana, je vous passe la parole. Alors, dites-nous, c'est quoi les causes de cette inondation? La question est trop brutale. C'est quoi les causes? Je ne suis pas... vous. En tout cas, il n'y a pas de selon. Je ne suis pas de ces Congolais qui se présentent au myosologue. Je crois qu'il y a de réalités internes. Selon les informations en ma possession, la cause de cette catastrophe n'est pas simplement les quelques inondations à Kinshasa, mais également de la nappe qui vient depuis Congo central. Ça veut dire qu'il y a tout un lien à l'intérieur où on attendra les experts nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je ne détiens pas d'expertise en cette matière-là. Mais dans la logique, c'est que ce qui arrive est symptomatique à la réalité de la vie à Kinshasa particulièrement. Parce que vous vous souviendrez, j'ai l'habitude de dire aux gens, on a décidé de mettre en place un ministère de l'aménagement du territoire, mais dont le contour reste quand même flou. Moi, j'ai toujours défendu la nécessité d'avoir un ministère de l'aménagement du territoire parce que j'estime que le Congo est un continent qui mérite reconstruction et reconstruction sur le plan stratégique. Il faudra qu'il y ait, je sais qu'on me dira, il y a le ministère du plan, il y a le ministère d'infrastructures, travaux publics, oui, mais moi je pense qu'il y a une dimension sociétale qu'il faudra apporter pour pouvoir réfléchir sur comment réorganiser, réaménager l'ensemble de la République, surtout les grandes villes. Je me rends compte qu'il n'y en a pas. Mais le ministre Guilondo, c'est tu en voulant le dire, le répéter à travers... chaque fois qu'il prend la parole, il y a un plan qui est en train d'être mis en place. Déjà, il y a ce programme de géoportail national, je ne sais pas si vous êtes informé, mais le plan est là, selon les ministres. Je conduis une politique de géolocalisation ou qu'eux appellent géoportail avec le ministère de l'EPST pour l'enregistrement des enseignants, des écoles et des élèves pour faciliter l'accès à l'information. C'est pas ça qui compte en fin de compte pour la stratégie. C'est bien de pouvoir aller numériser le service, mais avant tout, il y a un travail de fond qu'il faut faire avant. Quand vous me dites, il y a un plan qui est en train d'être établi, il faut combien de temps pour établir un plan? Dans la mesure où il existe ici un PNSD qui regorge l'ensemble de données qu'on peut avoir sur l'évolution, sur le politique de développement de la République. Quand on me dit, un plan est en train d'être établi, il faut quoi? Quel est l'élément qui manque pour pouvoir établir ces plans? Il faut prendre 2 mandats pour élaborer un plan. Je ne pense pas que ça soit la raison valable. La vérité, c'est que Kinshasa n'est pas en phase avec son contexte géographique et son contexte démographique actuellement. Kinshasa ou toute la République? Parlons de Kinshasa maintenant. Je ne veux pas m'éparpiller en parlant de la République. Je connais des villes, Lubumbashi, je ne suis pas sûr qu'on soit dans ces contextes-là. Les grandes villes, par exemple, Goma, disons pas, c'est, à mon sens, la ville la plus urbanisée de la République, à mon sens, mais je ne pense pas que Kinshasa le soit. On parlait, si vous avez posé la question à Richie Balanga, sur la question de ceux qui construisent dans des zones non autorisées. Heureusement que vous êtes revenu sur une question essentielle, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'arrogent le droit d'engager l'État sans que le temps ne soit. Et ça, c'est la léthargie de l'État. La responsabilité finirait par revenir à l'État. Mais c'est un problème endémique, ce n'est pas un problème qu'on peut limiter dans un contexte. C'est bien dans un contexte, c'est sur des individus tels que Daniel Bumba, par exemple, ou Jean-Jacques Lumumba et Florimond Mouteba réclament la démission. Non, mais vous savez, dans le contexte politique, ils ne sont pas le premier. Si vous me posez à moi la question, je dirais également out Daniel Bumba. Pourquoi? Oui, mais la question, c'est que, vous savez, c'est une sorte de cumul de faits. En communication, on appelle ça de l'exagération. C'est-à-dire, on exagère sur un fait pour attirer l'attention sur la gravité de fait. En réalité, les gens qui parlent, ils sont assez intellectuels pour comprendre qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité, mais limitée.
Mais le problème, c'est que face à tout ce qui se passe, face à l'incapacité de pouvoir mettre en place, d'implémenter une politique cohérente, face à l'incapacité de pouvoir anticiper le fait, on est un peu dans le ras-le-bol. Je dirais que c'est une déclaration à la limite émotionnelle, mais qui tient lieu. Ces sentiments-là sont les sentiments de la plupart des Quinois aujourd'hui. On a l'impression d'être dans une ville non gouvernée. Et malheureusement, c'est ça les bêtises qui permettent aux gens, on va venir aujourd'hui établir une comparaison avec Gentil Ngobila. Kimbuta et les autres. Pourtant, même avant, on était dans le chaos. Mais le problème, c'est que la pente est descendante. C'est ça la réalité des choses. Kinshasa, à mon sens, si vous me posez la question, je pense qu'il y a une nécessité que le gouvernement central s'y implique. Pourquoi? Kinshasa est le siège des institutions et le miroir. L'implémentation de la plupart des politiques de développement, je ne dis pas que forcément ça doit commencer ici, mais Kinshasa doit le refléter parce que c'est la vitrine de la République. Si au niveau de Kinshasa, on vit des contextes de ce genre, et encore que, je veux revenir sur un élément essentiel, c'est une catastrophe naturelle, selon les quelques éléments que j'ai aujourd'hui, c'était presque pas évitable dans le contexte actuel, ça veut dire maintenant il faut trouver comment contourner. Le problème n'est pas, il n'y a pas que des gens qui vivent vers le nappe des rivières qui ont été touchés, mais même ceux qui ont construit dans des zones urbanistiques. Il y a eu un débordement d'eau qui a affecté les différentes couches de la population. C'est une catastrophe qui arrive. Comparaison n'est pas raison. Mais si dans une ville comme Lyon, au Nord-Pas-de-Calais, aux abords du fleuve, il y a des inondations de ce genre-là, ça veut dire que Séville et Espagne, vous me rappelez un autre fait, ça veut dire qu'à nous également. Mais le problème, c'est que sommes-nous dans le même contexte? Avons-nous mis en place les mêmes politiques? Et sommes-nous dans les mêmes caractéristiques géographiques? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gens qui habitent, par exemple, je prends la rivière Njil, parce que moi je suis natif de Massina. Si vous prenez cette zone-là de Petro-Congo jusqu'au vers la zone Matete des Bonhommes, ce sont des zones marécageuses. Or, les zones marécageuses, même pour la construction, il y a des particularités. Si déjà à ces niveaux-là on ne s'est pas respecté, il n'est pas étonnant qu'on en arrive à ces contextes-là. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a comme politique? Kinshasa elle-même est une ville enclavée, engorgée. Vous vous posez la question pourquoi les gens préfèrent construire vers les rivières que d'aller construire à Kinkole. Mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Même si c'était moi, quoi qu'un tas intellectuel, je réfléchirais à beaucoup de paramètres. Je vais aller m'installer à Kinkole. Pour quelle capacité économique? Mon transport au quotidien, d'aller-retour, est-ce que ça me permettra de tenir les lignes? Au-delà de ça, si je vais là-bas, je suis obligé de faire régulièrement et constamment ces trajets parce que le pôle économique se retrouve de ce côté ici, le centre-ville particulièrement. C'est l'ensemble de ces facteurs-là. Quand on ne sait pas diversifier l'organisation des pôles de développement dans une ville, on enclave une ville. Et c'est ça la réalité des choses. Ce qui fait que tout le monde aura cette propension d'aller habiter aux abords. C'est ce qui justifie justement ces trop-pleins, ces problèmes de construction cavalière, ces problèmes de saturation dans la ville et le non-respect des normes. Commençons par rendre la ville vivable dans ces différentes zones. Vous verrez que il y a un acteur politique qui a pointé le chef de l'État comme étant aussi l'un des responsables de ce qui arrive au Congo. Oui, mais tous les chefs de l'État sont responsables. Il y a ceux qui nous arrivent. Ils sont tous responsables. D'accord. Même celui qui est là, il a une responsabilité. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le pointer du doigt. Il faut être en mesure d'aller pédagogiquement expliquer c'est quoi sa responsabilité. Parce que sinon, ça devient de la politique. Ils ont tous une responsabilité. Autant que le riverain, autant que le gouverneur aujourd'hui qui a cette politique-là, et autant que le gouvernement, même si je pense à mon sens que quand on a fait l'allusion sur le déplacement de la première ministre, je ne pense pas que ce soit un problème. La République a autant de compétences, il y a autant d'institutions qui sont capables de gérer. Parce que là où elle est partie, il y a également des questions d'intégration économique régionale qui sont très importantes pour la République. Il y a d'autres questions essentielles de la République. Ce n'est pas la femme providentielle. L'essentiel, c'est qu'il y a un gouvernement avec des techniciens, chacun dans son secteur. Question de faire ce qu'il y a à faire. Elle n'est pas obligée forcément. Je sais que nous, on aime beaucoup les symboliques. Elle dit Premier ministre Akiti, mais le chef de l'État fera cette ronde-là aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait chevauchement. Elle a le droit de faire ce qui a été prévu dans l'agenda, dans l'intérêt de la République, surtout dans ces contextes difficiles. Mais il y a, le ministre sont là, le gouverneur sont là, et le chef de l'État a décidé de faire la ronde. Il ira aujourd'hui. Il ne faudra pas lui en tenir rigueur. Merci beaucoup, monsieur Magardi Diana, journaliste et analyste des questions de l'actualité. Alors, monsieur Damien Terranova, je vous passe également la parole pour avoir votre lecture de ces faits. Parlons des causes et des responsabilités. Ben, c'est comme l'a dit mes prédécesseurs. Hein.
les responsabilités primaires incombent à l'État. Parce que vous voyez, dans chaque pays, il faut qu'il y ait un plan d'aménagement, comme on l'a dit. Notre pays n'en a pas un qui s'exécute. Et vous allez vous rendre compte que les cités qui existent sont des vieilles cités. On a arrêté de construire dans des cités urbanisées depuis, je crois, 1970, 74. Je crois la dernière cité qui a été construite, c'était Ndjili. C'était Ndjili juste quand les Mundélé partaient. Et il a construit Ndjili après Beaumarchais. Hein, Beaumarchais ici. Après Beaumarchais, on a construit Ndjili. C'était la dernière. Et à cette époque, la ville devait contenir 700 000 personnes. Et vous allez vous remarquer que depuis lors, ça fait plus de 30 ou 40 ans que le ministère de l'aménagement est mort jusqu'aujourd'hui parce qu'il n'a plus aménagé une seule cité. Il n'y en a pas eu. Or, ce qui fait que il y a... Le ministère de l'aménagement est mort. Oui, il est mort parce qu'il ne fonctionne pas. Sur la lettre. Il n'existe que sur la lettre. Malgré tous les ministres qui ont défilé. Oui, il n'existe que sur la lettre et quand il faut payer. Quand il faut payer, le ministère apparaît. Pourtant, je connais des gens qui y travaillent, hein, comme, je crois, il doit être secrétaire général ou une des directrices, une dame qui a travaillé avec moi à l'époque. J'ai failli aussi aller dans ces ministères-là. C'est parce que je n'avais pas voulu. Donc, je connais beaucoup de choses dans ces ministères qui font qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Pourtant, il y a des gens de qualité, comme mon ami Charles, là, qui est d'ailleurs, qui gère la cellule de l'aménagement. C'est un ami. Alors, vous voyez, vous allez comprendre que la difficulté de l'État, c'est qu'il n'a plus aménagé des sites où on pouvait urbaniser et construire. Ce qui fait que chacun, comme on dit, comment dire, il y a horreur de vide, hein, quelque chose comme ça. La nature a horreur de vide. La nature a l'horreur de vide. Donc, il y avait un vide et ces vides devaient être comblés. C'est ainsi que vous allez voir des gens venir commencer à solliciter des endroits, même des endroits qui étaient prédestinément un loti, sur lesquels on ne pouvait pas lotir. Les gens sont tentés de lotir. Et il y a ce que mon ami Henri venait de dire, c'est-à-dire il y a des agents qui sont aussi incontrôlés de l'État qui octroient comme ça des autorisations. Parce que pour avoir une parcelle à Kinshasa, partout, hein, dans la République démocratique du Congo, il y a des préalables. Il faut avoir les chefs du quartier, il y a un document du chef du quartier, il faut un document du ministère des Affaires foncières, il faut, jusqu'à arriver au document qu'on appelle l'AB, c'est-à-dire l'autorisation de bâtir, qui est octroyé par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Tout ça là, c'est l'État qui s'engage en fait. Et cet argent se prédisposé, il va dans la caisse de l'État. Et cette personne, vous allez remarquer que depuis que le Mundélé est parti, nous sommes partis des routes à 12 mètres pour des routes parfois à 2 mètres. Hein, sous les avenues où vous ne savez pas faire des allers-retours, tout simplement parce que c'est lui qui a loti, un individu qui a loti ses coins, il a voulu vendre plus de parcelles qu'avoir du souci de mobilité de gens. Ça, c'est un. De deux, nous avons un sérieux problème. Un autre problème, c'est les rivières, si pas les rivières que nous avons dans la capitale, ne sont jamais curées. Ne sont jamais curées. Je prends la rivière Ndjili. Dans d'autres pays, vous verrez qu'il y a tout un service qui sont commis, qui prend cette rivière-là en charge parce qu'elle traverse. C'est pas l'OVD qui est censé curer même les rivières? Le drainage. Bon, peut-être, je ne sais pas, mais il ne le fait pas. Il n'y a pas de curage. Il n'y a pas de curage sur cette rivière-là proprement dite. Même les caniveaux ne sont pas... Voilà, donc il y a tous ces problèmes-là, c'est-à-dire on peut facilement dire qu'il y a vacance de l'État en cette matière-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, monsieur le gouverneur ne peut pas se plaindre auprès de ceux-là qui se sont cherchés. C'est pourquoi d'ailleurs il est là. Ce sont les chefs des divisions qui signent sur les titres immobiliers. Et un chef de division dépend du gouverneur. Pas du... Non, pas du ministre. Du cadastre.
C'est ça le Mais cadastre. si, C'est ça le cadastre. C'est ça le Ce cadastre. sont des bureaux Il au dépend- niveau des provinces. Voilà, ce sont des bureaux provinciaux. Ils dépendent directement du gouverneur. Donc, il ne peut pas dire aujourd'hui que, même s'il en est ainsi, est-ce que lui, depuis qu'il est gouverneur, il a déjà consulté les secrétaires généraux Damien, si tu peux permettre que j'ajoute quelque chose d'important par rapport à ce que vous dites là. Parce qu'on a touché l'aspect des divisions urbaines. En fait, les divisions urbaines, ce sont des bureaux techniques qui sont à la disposition des provinces. C'est-à-dire, vous, en tant que technicien, quand vous donnez des autorisations à ceux qui viennent chercher, mais vous êtes un homme à condamner même, parce que vous êtes technicien en la matière. C'est pas n'importe qui doit être chef de division. Que vous soyez à la division, par exemple, de l'intérieur, vous avez cette technicité-là parce que là, vous avez des problèmes, des limitations, des villes, ainsi de suite. Donc, ce sont des divisions techniques qui ont les données techniques, géologiques, ainsi de suite. Ils savent que là-bas, on ne peut pas construire. Mais quand ils donnent, ils vendent des autorisations. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Allez-y. Vous savez, dans le temps, il y a quelqu'un qui est allé chercher en Belgique la carte de Kinshasa. Parce qu'ils ont cherché ici, dans toutes les divisions, il n'y en avait pas. Il n'y en a plus. La carte. Emporté par les militaires. Voilà, la carte, il n'y en avait pas. Donc, il est allé solliciter en Belgique, comme ce sont eux qui ont loti la ville. Et les Belges ont refusé de lui donner la carte. Ils lui ont quand même dit de prendre des photos. Ou ils ont même refusé de donner une photocopie. Parce qu'ils lui ont dit, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez le perdre. Ça ne sert à rien qu'on vous le donne. Bon, le monsieur était rentré, bredouille. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas cette culture de vouloir mieux faire pour notre propre pays. Regardez. Un jour, je suis passé dans votre émission, Monsieur Dan. J'ai dénoncé à l'époque d'Ngobila, quand il était encore gouverneur, j'ai dénoncé ceux qui construisaient sur la place Mandela. À un moment donné, on a clôturé. On a commencé à construire sur la place Mandela. On a voulu mettre un immeuble. Mais moi, en passant, j'ai dit, ayant grandi à Kalina, je dis ici, c'est un endroit où il y a tout le collecteur de la ville de Gombe. Il y a la canalisation, il y avait le téléphone là-bas. Tout, en fait, c'était un central, c'était un central réservé et on a fait de ça un espace vert. Mais en dessous de l'espace vert, c'était tout là-bas. Donc, vous avez des collecteurs, des caniveaux, des gros tuyaux, la canalisation d'eau, l'électricité et tout ça. Alors, ils ont quand même creusé. Vous avez vu les conséquences, Je ne sais pas si mon ami peut s'en souvenir. À peine qu'ils avaient bouché un truc, ça pétait sur le boulevard. À peine. Après, ils ont abandonné. Pourtant, j'étais ici sur votre émission, je pense, vraiment, j'étais assis là. J'ai dénoncé, je disais à Ngobila, comment lui pouvait donner une autorisation qu'on construise là-bas. Aujourd'hui, heureusement qu'ils se sont ressaisis, ils ont compris que on ne peut pas construire. Mais alors, pourquoi avoir construit sur un espace vert? Merci bien, monsieur. On n'a plus de terrain de foot, on n'a plus de terrain de basket, on n'a plus de terrain de volley, on n'a plus rien. On a construit partout. Merci et bien. ça, l'État ne peut pas se déroger ni se soustraire sur ses forfaits. Merci bien, monsieur Damien Terranova. Je crois que l'essentiel a été dit sur cette question des inondations à Kinshasa. Monsieur Mike Gardinian vient d'annoncer que le chef de l'État va faire la ronde. C'est annoncé pour aujourd'hui. Alors, on va prendre rapidement la deuxième thématique. C'est lié justement au conflit dans la partie est de la République. Le président togolais Faure Gnassingbé est pressenti médiateur en remplacement de Joao Lourenço. Mais déjà, le 9 avril, les négociations directes sont censées commencer entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Est-ce que cette fois-ci, ça sera... tous les indicateurs montrent-ils que la solution va finalement venir de Doha au Qatar? Monsieur Henri
Tchimbalanga. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux négociations de Doha? Bon, naturellement, c'est vraiment un souhait que tout ce qui se présente avec objectif d'atteindre la paix, ce sera des initiatives bienvenues. Mais Doha, d'abord, il faut essayer un peu de retracer comment on se retrouve à Doha, qu'est-ce qui a fait que Doha soit entre la RDC et le Rwanda. Si vous remontez un peu à l'origine de la collaboration entre la RDC sous Félix Tshisekedi et le Rwanda sous Paul Kagame, là ils étaient encore en bon terme. Ça part de Félix Tshisekedi dans la dynamique je peux dire, d'une démarche qui soutiendrait le développement dans la sous-région. Il confie à Paul, il intéresse Paul Kagame de faire une raffinerie d'or chez lui au Rwanda, laquelle raffinerie aura pour mission de raffiner tous leurs produits par Sakima, c'est-à-dire nord-sud Kivu ainsi que Maniema, avant d'aller vendre cet or-là, qui est de l'or congolais. Et de là, Paul Kagame se retrouvait au Qatar parce que Qatar a beaucoup d'investissements au Rwanda. Il présente l'offre et ils s'étaient retrouvés tous deux au Qatar. À l'époque, ils étaient en bon terme autour de cette affaire. Et c'est de là qu'est sorti cet investissement-là pour ériger une raffinerie chez Paul Kagame. Qui va raffiner l'or congolais, voilà, au Rwanda. Ok, c'était ça. Alors, maintenant, quand il y a eu... Mais Doha gagne quoi dans ça? C'est Doha qui finance? Mais si, c'est Doha qui finance. Parce que Qatar a maintenant des investissements non seulement au Rwanda, mais même au Congo, ici en RDC. De par les Congo Airways ou Air Congo, il y a une part qui revient à Doha. Il y a des investissements de Qatar. Tout comme au Rwanda, là, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de projets qui sont financés par... Donc, qui font bénéficier des investissements des Qataris. Et c'est comme ça que Doha, Qatar se retrouve entre les deux. Parce qu'au départ, c'était une affaire économique, des intérêts économiques. Maintenant, quand ça a capoté leur relation ou la collaboration entre RDC et Kigali, quelque part, Qatar qui avait déjà sorti beaucoup d'argent, non seulement en donnant à Kagame, mais aussi à la RDC. Et il se retrouve aussi entre deux personnes ou deux alliés. Il a des investissements au Rwanda et en RDC. Et quand ça ne marche pas entre les deux, il subit le coup. Vous voyez? Donc, Doha ne se retrouve pas là-bas de façon hasardeuse. Je pense que l'origine, c'est d'abord les intérêts économiques du Qatar. Parce que regardez, quand on devait aller à Luanda, les deux ont séché sans dire mot à Joao, qui pour autant est déjà de surcroît président en exercice de l'Union africaine. Ils se retrouvent là-bas sans dire mot à leur patron africain. C'est de là que je dirais aussi que les Africains ont aussi fait en quelque sorte une certaine honte. Quand vous ne valorisez pas votre propre organisation, votre propre structure, l'Union africaine, vous partez sans dire mot à celui-là qui vous attendait et de surcroît, président en exercice de l'Union africaine. Ça peut léser aussi le médiateur angolais. Mais mesdames, mais écoutez, comment ça ne pouvait pas le léser? Il s'est senti comme un bon à rien. Et ça, c'est évident. Ce sont certains... D'abord, au-delà d'être président de l'Union africaine, c'est un humain. Quand vous attendez vos autres, jusqu'à la dernière minute, vous apprenez aussi comme nous tous, à la télévision ou dans les réseaux, je ne sais par quoi, lui aussi a pris, il voit, ah bon, cette photo, c'est quoi? C'est un montage, quoi. Non, mais on lui dit que mais ils sont là-bas, Oh, mais ils sont partis pendant que moi, je les attendais ici. J'ai peut-être annulé un autre agenda. Je devais faire autre chose, mais ils sont partis là-bas. Ça fait que l'Afrique n'a pas su trouver solution aux problèmes africains.
Simplement parce que d'une part, nous fonctionnons à 70, plus de 70%, c'est le maître Pinda me disait même à 90%, on l'avait dit dans cette émission, et ça joue. Donc je pense que, au-delà du souhait, mais ça risque d'être aussi difficile parce que chacun amène, donc chacune des deux parties amène son cahier des charges. Le M23, on sait, même quand ils sont partis la première fois, il y a beaucoup de choses que le M23 amène dans son cahier des charges, mais lesquelles ça sera très difficile pour que Kinshasa avale ça. D'une façon ou d'une autre. Par exemple, vous voyez, Kinshasa aura du mal à accepter l'intégration des éléments des troupes de la rébellion dans cette hypothèse-là. Parce que on en a connu et les conséquences, nous en subissons jusqu'aujourd'hui. On n'arrive pas à avoir une armée homogène et typiquement congolaise ou nationaliste, tout simplement du fait de ces opérations-là de mixage et brassage qui se pointent encore, qui se pointeraient à l'horizon au cas où il devrait se trouver une convenance. À quel niveau Kinshasa peut reculer? Jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce que Kinshasa peut accepter? Le mixage, on ne peut pas accepter. Le brassage, je ne peux pas accepter. Je dirais même la balkanisation ne peut pas être acceptée. Mais qu'est-ce que Kinshasa peut concéder pour parler? Vous savez, normalement, si vous prenez par exemple Nairobi, où il était question de cantonnement de toutes ces forces négatives-là, parce que ce ne sont pas des forces reconnues par la République, mais on nous a déjà sorti par la force des événements qui sont dictés par le terrain, les rapports sur terrain. L'ennemi a gardé une certaine ascendance en occupant des zones, lesquelles, militairement, la République démocratique du Congo n'a pas su récupérer, c'est-à-dire militairement, d'où on se rabatte maintenant sur les négociations. Donc, les objectifs premiers pour la RDC, c'est de récupérer les territoires qui sont sous occupation de l'ennemi. Mais le M23 ne va pas céder ça comme ça. Parce qu'ils disent même que on a déjà beaucoup dépensé, la guerre nous a coûté, et qui va payer cette facture-là. Vous voyez, donc ça va aller dans des complications. Et je ne sais pas si véritablement il y aura une issue, s'il n'y a pas une contrainte qui puisse faire reculer l'occupant. Sans contrainte, il n'y a pas d'issue. Je ne pense pas, parce que eux, ils vont amener tout ça là, ils vont demander des amnisties, c'est tout à fait logique. Normal, ouais. Et leur revendication sera difficile à ce que Kinshasa puisse accepter, parce que tout de suite, c'est la population... Est-ce que ça va capoter également l'initiative Sanko et c'est à laquelle tient beaucoup d'opposants? Si les négociations directes ne marchent pas... Les opposants d'Anne, ça a toujours été ainsi. Les mêmes opposants, demain, quand ils seront au pouvoir, ils seront contre l'Église catholique et les CC. Parce que ces deux-là, depuis Kasavubu, depuis Lumumba, eux, ils ont toujours été en guerre contre les gestionnaires. Hier, c'était les parrains de l'UDPS. Et aujourd'hui, ça ne marche pas entre l'UDPS et pourquoi? Quand eux, ils se mettent à critiquer le régime, qu'est-ce qui se passe? L'UDPS n'en veut pas. Il faut les abattre. Il faut les arrêter. Demain, ce sera le tour de l'UDPS qui ne sera plus au pouvoir. Eh bien, il va revenir là-bas. Donc, les opposants d'aujourd'hui qui croient en ça, l'Église catholique a quelle capacité pour contraindre les rébellions d'abandonner les territoires? Je ne pense pas que la rébellion puisse se retirer avec tout ce qu'il y a comme implication derrière tout ce mouvement-là. Donc, vous êtes pessimiste hein, sur Sanko et CC, mais donc la seule issue... Ça pas sera... pessimiste, mais réaliste. Du fait que... Ouais. Quand il y a une telle bataille, donc ça devient maintenant même pratiquement dans la sous-région. Vous avez la SADC, vous avez l'EAC. Alors, ce n'est pas par des clics de doigts comme ça que, avec tout ce qu'il y a comme implication, vous n'avez qu'à voir le comportement de Museveni sur le terrain. Et son fils. Ils ne font que nous foncer dedans sur le territoire national, tout en disant clairement qu'on n'est pas venu pour combattre, chasser les M23. Alors on se demande, ils sont là pour aider qui, si pas le gouvernement de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Henri Chimbalanga. À cela s'ajoute également cet accord de retrait signé avec l'AFC. Les troupes de Sami DRC qui sont en train même de moderniser, réhabiliter
l'aéroport de Goma. Aujourd'hui, très récemment, ça sera ouvert au trafic aérien. Alors, Monsieur Maïgardi Diana, je vous passe la parole. Quelle est votre lecture par rapport à ces dialogues ou encore ces négociations avec l'AFC qui s'annonce pour le 9? Est-ce que vous pensez que une solution peut venir de là? La solution dépend des orientations et des objectifs des uns et des autres. Mais là où cette rencontre a quelque chose de différent, c'est qu'on a tenu compte d'un élément que j'évoque toujours. La sous-région n'a pas la solution au problème de la RDC. La sous-région est une mécanique mise en place pour obéir à un pouvoir supra qui dicte sa loi. Vous savez, on a parlé de Doha, mais la vérité, c'est qu'à quel moment Doha est intervenu? Vous savez, c'est vrai que Doha a beaucoup d'intérêt, c'est vrai que Doha pouvait avoir de l'influence, mais si Doha voulait jouer la carte solitaire pour veiller sur ses intérêts, Doha aurait pris l'initiative juste après certaines escalades, notamment la fermeture par Kinshasa de son espace aérien au vol à destination de Kigali. Parce que c'est à ces niveaux-là que Doha a perdu suffisamment aussi de ressources, parce que la plupart des vols au niveau international à ces niveaux va de l'intérêt dans le sens de Doha. Mais Doha est l'allié majeur et stratégique des États-Unis hors OTAN. Doha aujourd'hui, c'est, j'ai dit majeur, des États-Unis hors OTAN. C'est-à-dire quoi? Vous voyez les États-Unis derrière cette initiative? Je ne vois pas, je sais qu'il y a des États-Unis derrière. Je ne vois pas. Un deuxième élément qui me rassure, que c'est les États-Unis, qui va dans la logique de la discussion au départ, tenant compte de la proposition de Kinshasa, c'est l'externalisation de la médiation au niveau de la sous-région. L'idée, c'est que cette médiation doit se tenir, mais par un regard autre que quelqu'un. Parce que à un moment donné, vous verrez que Joël Lorenzo a voulu jouer la carte de la rationalité, voir les faits en face, qui semblait qui donnait l'impression qu'il prenait position pour Kinshasa. Et malheureusement, ça a lésé l'autre côté, le Rwanda. Le Rwanda fait un effort de pouvoir torpiller cette médiation pour finalement changer de processus. Ça, c'est une vérité de fait. Le Rwanda a cherché le blocage depuis le départ, depuis la signature de la feuille de route, où ils sont venus insérer l'exigence du dialogue avec le M23 en dernière minute. L'idée était de faire capoter cette approche-là, parce que le Rwanda, qui avait l'habitude dans sa profondeur stratégique de manipuler les orientations au niveau sous-régional, parce que ce Rwanda-là bénéficiait de l'apport inconditionnel des grands décideurs, j'ai dit au niveau international, s'est vu dans une posture de vrai protagoniste avec Kinshasa, et le Rwanda ne voulait pas jouer dans un jeu où il y a neutralité de la part de la médiation. Donc il a réussi à faire capoter. On parle de Doha, la rencontre. C'est vrai que c'est depuis un bon moment que Kagame voulait cette rencontre, mais si Kinshasa a accepté, c'est parce que Kinshasa était en phase et que justement avec les États-Unis, la recommandation était bon, faut reprendre les discussions avant de pouvoir aller dans de toute autre forme d'orientation. Si Kinshasa l'accepte, c'est parce que c'est une orientation, une option levée dans sa nouvelle dynamique des négociations avec les États-Unis. C'est ça la chaîne des valeurs jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que Kinshasa peut accepter certaines revendications, certaines demandes de la M23? Si oui, lesquelles, par exemple, qui peuvent être acceptées et celles qui peuvent être rejetées? On est dans un contexte de guerre. La seule chose qui pourra permettre à Kinshasa de continuer à faire la grossette, c'est si Kinshasa arrive à rassurer les intérêts des vrais commanditaires encore de cette puissance. Je parle aujourd'hui. Trouver un compromis efficace avec les Nations Unies peut permettre à ce que de déstabiliser la dynamique en interne. Mais, quoi qu'il arrive dans les dynamiques de guerre dans le monde, il faudra trouver des portes de sortie pour la plupart des gens qui ont fait le travail sur terrain. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de Nanga, c'est peut-être dur à les dire, mais je pense que dans le cadre, dans le processus de négociation, il va falloir trouver une porte de sortie. Sauf s'il est complètement lâché par la plupart de ses parrains, commençant par l'intermédiaire au niveau du Rwanda et les autres. Donc, mais je crois qu'aujourd'hui... Négocier avec lui directement, ça ne garantit pas... Je ne pense pas que ça soit l'option tenue par Kinshasa, mais tout dépendra. Si le compromis voulu représente beaucoup d'intérêt pour la RDC et que la condition c'est passer par discuter avec lui, on y arrivera. Mais le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est que la dynamique de terrain est quand même quelque chose d'assez fort qui peut imposer certaines orientations. Kinshasa n'en veut pas. Kinshasa a misé depuis le départ sur la diplomatie et il semble avoir les quelques résultats, ok, mais ces résultats-là ne sont pas définitifs. Aujourd'hui, la question c'est que ce que nous on cherche, c'est quel levier toucher pour finalement faire arrêter la dynamique de guerre sur terrain. C'est ça le grand problème.
Et Kinshasa s'est retourné vers les États-Unis. Il y a des approches qui avancent maintenant, notamment dans les discussions. Vous parlez de la posture des discussions au niveau de la sous-région. D'abord, c'est vrai que Joao Lourenço, par 2 fois, a jeté l'éponge parce qu'il y avait une forme des dictatures qui s'imposaient, des orientations données au niveau supra et que l'Angola semblait trouver peut-être pas convenable et que finalement on se retrouvait entre l'enclume et le marteau, entre plusieurs processus. Au moment où on parle du processus de Luanda, de l'autre côté, on fait jonction entre la SADC et l'EAC avec un parterre, je crois, si j'ai bonne mémoire, 5 ou 6 médiateurs à la fois. De l'autre côté, il y a Doha qui entre en danse. Et pour moi, la nécessité, c'était que cette dynamique-là risquait de ne pas avoir suffisamment d'ampleur. Mais aujourd'hui, je pense que Doha est plutôt l'approche qui permet de briser un peu ces débats des sourds qu'il y avait au niveau de la sous-région et permettre à la sous-région de prendre une nouvelle tangente. Donc Doha vient aider les discussions au niveau de la sous-région parce qu'à ce niveau-là, les vrais décideurs, les vrais tenants de cette guerre ont pu lever des options. On est devant la répétition de l'histoire. Ouais. La FDL arrive, négociation, les MSC, ainsi de suite, le RCD, ainsi de suite, le CNDP. C'est une répétition de l'histoire, copie conforme, quoi. Non, il n'y a pas copie conforme. On dira copie conforme à la fin, dès qu'on aura les clauses. Parce qu'il est possible qu'aujourd'hui, de discuter, vous parlez des autres, la conformité dans ces contrats, c'est accès au pouvoir, gestion collégiale, intégration militaire pour des gens qui n'ont qu'une formation, qui sont de renégats des paraisances, balkanisation fiscale et administrative pour certaines zones. C'était généralement ça, les approches. La question, c'est est-ce que Kinshasa, qui a réussi quand même à faire évoluer le regard mondial sur cette guerre, peut retomber encore dans le travers d'autrefois? Est-ce que Kinshasa, qui a réussi à culpabiliser, autant que le Rwanda le faisait depuis des années, cette communauté internationale sur sa responsabilité dans ce qui arrive à la RDC, arrivera à ne pas comprendre que les enjeux sont différents? Est-ce que Kinshasa, qui a décidé aujourd'hui de réfléchir sur le cause profonde de cette guerre, notamment la gestion, encore la bataille des matières stratégiques, pourra revenir? Je ne sais pas. Si Kinshasa arrive à ce niveau-là, ça veut dire que Kinshasa fera pire que tous les autres qui sont passés. Parce que dans le contexte actuel de Kinshasa, on a l'obligation de faire mieux parce que le contexte a évolué, les responsabilités sont dégagées. J'ai envie de dire, le prisme sur cette guerre a presque évolué et changé. On a quand même quelques avantages concurrentiels aujourd'hui. Si Kinshasa arrive à signer des accords dans des mêmes termes, dans des mêmes conditions que ceux qui ont signé autrefois, ça sera un aveu de chèque énorme parce que il y a beaucoup plus de possibilités de faire mieux cette fois-ci. Il y a plus de possibilités de faire mieux cette fois-ci. Monsieur Damien Terranova, je vous passe également la parole pour 6 minutes avant que nous puissions conclure. Excusez-moi. Quel est votre avis par rapport à ce qui va bientôt se passer à Doha, le 9 avril prochain? Kinshasa et la FCM 23 vont devoir entamer les négociations directes. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'issue idéale de la sortie de crise? Ouais, merci beaucoup, Monsieur Dan. Mais je vous demanderais juste de me donner encore deux petites minutes. Je voulais revenir sur la première question parce que je venais de lire quelque chose que je trouve pertinente sur les causes des inondations à Kinshasa. Oui. Voilà, je veux lire. Il y a 3 causes principales. Manque d'urbanisation n'est qu'une conséquence partielle de ce que nous observons aujourd'hui. Les causes techniques connues sont Kinshasa est à faible niveau d'altitude, c'est-à-dire plus ou moins 514 mètres du niveau de la mer. 2, il y a plus de 500 ans, toute la ville était un très grand lac intérieur arrêté par les rochers Stanley Fall. Et comme c'était un lac, la géologie sous Kinshasa est à 100% sablonneuse, hein, ce que nous voyons, éponge et devient vite saturée d'eau qui ne peut s'enfoncer car sans roche des soubassements. Et donc une ville inondable depuis la nuit des temps. La Belgique connaissait déjà la solution technique, ayant avant 1960 faire sauter et dynamiter toute la roche depuis Kinsuka sur 20 à 25 km vers le Bas-Congo afin de
éliminer les bouchons du fleuve à Brazzaville, élargir ces tronçons du fleuve à Kinsuka, afin d'offrir plus d'étendue au fleuve en aval, d'où les niveaux de fleuve seraient plus bas et réduiraient les tirants d'eau et largeur entre Kinshasa et Brazzaville. Ici, il y a quelque chose que je voulais ajouter, que à l'époque de Kabila, il y a eu une organisation belge qui était venue, effectivement, pour mettre les dynamiques à partir de Kinsuka jusque Matadi, et il voudrait rendre ces tronçons-là qui n'est pas navigable, il voulait en fait les rendre navigables pour que le bateau, qui venait de l'Europe, au lieu de s'arrêter à Matadi, que ça pourrait venir jusqu'ici et aller jusqu'à Nubangi et ainsi de suite, mais on avait demandé des rétrocommissions à l'époque. Voilà, donc ainsi, les grands égouts et canalisations énormes en SOCOP de 2 sociétés de génie, dont Sacrificas et Oxra Béton, pouvaient drainer en pente toutes les eaux, quels que soient les débuts de pluie. Mais hélas, l'indépendance est venue plus tôt que prévu et les colons n'ont pas pu concrétiser. En conclusion, le manque d'urbanisation de Kinshasa n'est pas la cause principale, hélas. Elle n'a fait que aggraver les 3 raisons techniques. Voilà, ça je l'ai lu sur X, qui a été écrit par Central. Voilà, c'est Central qui a mis ça sur X. Central, c'est qui? Bon, c'est un monsieur là qui se cache derrière un pseudonyme. Je pense que Maître doit le connaître. Est-ce qu'on doit se fier à ça comme... Non, ça c'est l'histoire en fait. Ça c'est l'histoire de la ville de Kinshasa. En fait, quand j'ai parlé de la personne qui est allée chercher la carte, c'était pour pallier justement à ces genres de problèmes. Alors, je vais revenir sur votre question de Doha. Il a été attendu depuis très longtemps qu'il y ait des négociations directes entre Kinshasa et M23. C'est que nous avions pensé que ça va apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que, comme l'on dit, les linges sales se lavent en famille. Et moi, je me te dis que pour que M. Nanga prenne les armes contre la République, il y avait un problème. Et quel était ce problème? On devait d'abord l'écouter et on devait aller parler avec lui. Et, avant cela, il y a eu un constat. Nous avions constaté que nous n'avions pas une armée dissuasive, déjà dès l'époque, et on s'était dit qu'on ne pouvait pas gagner cette guerre-là si il y a des forces extérieures qui venaient donner de l'appui ou mettre de l'eau au moulin à M23 et consorts. Donc, aujourd'hui, si on revient sur ce que nous avions eu à demander, ça fait 2-3 ans, pour moi, ça me réjouit. Je me dis, certainement, on pourrait avoir une issue de sortie sur ça, sur ce dialogue-là, parce que mieux vaut, comme je l'ai toujours dit, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous voyez, c'est bien beau de dire que nous allons gagner la guerre, mais depuis que nous le disions, nos paroles n'ont pas été plus efficaces que les balles et les armes qui crépitent de l'autre côté. Pourquoi? Parce que nous continuons à perdre des territoires, nous continuons à perdre des personnes, nous continuons à perdre des villes, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, je pense que cette démarche des Doha, de mettre tout le monde sur une même table, ça serait peut-être quelque chose de bien. Et aussi, sans l'ignorer, je pense que ça doit être M. Henry ou bien Monsieur Dan qui l'avait énoncé, il y a des intérêts de Qatariens qui doivent être préservés. C'est vrai, ils veulent développer ou bien ils veulent venir s'investir dans cette zone centrale de l'Afrique qui regorge évidemment beaucoup de minerais et eux ont beaucoup d'argent, ils veulent acheter ces minerais, ils veulent investir, comme nous le savons, ils ont déjà investi au Rwanda, il y a une grande compagnie d'aviation, il y a des raffineries d'or, ça peut aussi venir chez nous dans plusieurs domaines. N'oublions pas qu'ils sont chez nous avec le projet des bananas, le projet de port profonde. Oui. Les Qataris est avec nous et chez nous. Et aussi, il y a d'autres projets
dans lequel il y est. Et il ne peut pas se développer si nous sommes en guerre. On ne peut qu'être en paix pour que tous ces projets se développent. Donc, je pense que de là, on pourrait avoir une solution sur cette guerre-là. Merci beaucoup. Que ça prenne fin. Monsieur Damien Terranova pour cette prise de parole. En tout cas, on a suivi votre éclairage par rapport à cette question. Mais on va finir par une note informative. Je voudrais que vous puissiez tous réagir. Ce sont certaines informations qui circulent au sujet du CESAC et de son président, Maître Christian Bossembe. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Au départ, il y a ce ras-le-bol d'un conseiller, un conseiller du CESAC, M. Eyalé, qui a dénoncé la mégestion, ainsi de suite, le fait que le CESAC ne répond plus aux besoins d'abord de ses agents, parce qu'il y a beaucoup d'arriérés de salaire, ainsi. Le CESAC est aujourd'hui confondu à travers une personne. L'institution se confond à une personne, en l'occurrence son président, Maître. Moi, je vois d'abord Qatar dans ses propres intérêts économiques parce qu'ayant investi. Mais n'empêche, parce que ce sont des alliés majeurs, comme l'a dit Diana, des États-Unis, autant qu'il y a la Russie et l'Ukraine qui négocient en Arabie Saoudite, autant ici, ce sont des coins que utilisent généralement les États-Unis pour aussi ces opérations. Je crois que pour ce qui concerne tout ce qui se passe maintenant au niveau du CESAC, moi je n'en suis pas surpris sur ce désamour entre Christian Bossembe et tous ses compères. Je remonte à l'origine. Je pense que ça ne doit pas étonner plus d'une personne qui se souviendrait dès l'entame, avant même qu'on ne puisse épingler la gestion, serait-elle bonne ou mauvaise, parce que là, dès l'entame de sa nomination, il n'était pas question de la qualité de gestion de Bossembe. Il y a eu tout de suite un bloc des autres qui se disaient, nous sommes des journalistes de formation. Et lui, il ne l'est pas, il est journaliste de profession, donc il ne doit pas nous diriger. C'était ça d'abord, dès le départ. Tout le reste n'est que maintenant des motifs qu'on est en train de chercher, parce que quand vous allez dans la notion même de représentation, bon, quand on invite le chef du corps ou le président du CESAC, je ne sais pas la modalité, est-ce que il doit demander l'autorisation d'aller répondre à une invitation à X ou Y, où il y a une structure là-bas qui exigerait qu'il demande d'abord l'autorisation d'aller répondre à une invitation. Je n'en sais rien, mais je ne pense pas que cela soit ainsi. Alors, la mégestion dont il est question, évidemment, ça tourne autour de l'argent, que ça fait autant de mois que les gens sont impayés. Alors, il faut chercher à se demander, est-ce que réellement il y a les fonds qui sont toujours disponibles là-bas, lesquels n'arrivent pas au personnel? Ça, c'est un fait, mais néanmoins, moi, tout ce que je peux épingler, c'est que il y a beaucoup de choses qui ne semblent pas être vraiment justes, et que je demanderai personnellement à Christian Bossembe d'être aussi très souple à l'endroit de ses compères, de ses collaborateurs, d'écouter aussi ce que eux-là lui reprochent, au cas où ce sont des faits qui peuvent facilement surmonter, et trouver une paix dans cette collaboration avec les autres. D'accord. Parce que mais sinon, le motif du départ ne tenait pas, parce que Mobutu, c'était un grand journaliste, mais qui n'a pas fait l'école du journalisme, pour autant formé par un Belge. Il était devenu un très grand éditorialiste, le maréchal Mobutu à l'époque. Et il a su même corriger certains des grands noms dans ce métier. D'accord. Merci bien. Donc, merci beaucoup, monsieur Henri. Courage à lui. C'est à lui d'écouter aussi ses collaborateurs s'il y a des choses qui peuvent facilement
à arranger. Je pense que ça va de soi. C'est tout ce que je peux lui dire. Sinon, qu'il prenne son courage. C'est comme ça quand on est chef. On doit affronter le tout. On ne sera pas aimé par tout le monde. Que vous soyez bon ou pas. Bon, c'est comme ça aussi. Merci beaucoup, M. Hariti Balanga. M. Magardia, un petit mot par rapport à ce qu'on apprend sur le CESAC, ce qui se raconte. J'ai 2 mots, mais je vais commencer par le CESAC. C'est vrai, comme on l'a défini, le mal était déjà de la jeunesse. Christian Bossembe n'a pas été accepté par la plupart de ses pairs, pour 2 raisons, soit d'origine de formation, et d'autres aussi par ambition. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est généralement ces conflits qui persistent. Vous savez, on dit, il faut écouter. Moi, je comprends être dans sa posture quand tu sais que depuis le départ du mandat, il y a des gens qui ont fait un effort de pouvoir torpiller ton action, de pouvoir te malmener. Le côté humain a souvent tendance à prendre les vents et se dire, écoute, je vais prendre un peu mes distances. Mais c'est vrai qu'il doit transcender ces dimensions, surtout lui, parce que je le connais très bien. Et quand il parle de l'école de la sagesse, cette sagesse doit commencer par lui-même, de pouvoir transcender. Mais sur quelques faits, il est inconcevable qu'on reproche à Christian Bossembe le problème d'un paiement, surtout sur les questions de finances, parce que dans l'organisation du CESAC, l'instance suprême, c'est l'assemblée plénière. Qu'est-ce qu'on dit de l'assemblée plénière? Dans le règlement intérieur, section 1, article 15. L'assemblée plénière approuve le projet du budget du conseil. Elle contrôle la gestion financière et administrative de l'institution conformément à l'article 38 de la loi organique. L'assemblée plénière reçoit et examine trimestriellement le rapport général d'exécution des finances du conseil. La question d'argent a été laissée aux soins du conseil, mais par l'assemblée plénière, composée justement de ces délégués, les hauts conseillers, sous la conduite du président bien évidemment, et le bureau. Donc en gros, si aujourd'hui il y a un problème de paiement, il est peut-être possible qu'il y ait des questions managériales, des questions d'intervenir de temps en temps au niveau de l'exécutif pour faire accélérer les choses, mais à moins que quelqu'un me contredise, les agents du CESAC sont des agents de l'État. Ça veut dire que la question de la paye est une responsabilité gouvernementale, si on en est arrivé là. Mais dans le reste, est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, je comprends, on est humain, Christian Bossembe, de par la profession, il y a des choses qu'il peut bien faire ou mal faire. Moi-même, j'ai à un moment donné reproché une certaine orientation qu'il avait prise dans comment il régulait, comment il tapait un peu du poing sur la table sur certains médias. Mais je pense que le CESAC, en tant qu'organe régulateur de médias, a en son sein des institutions, des organes, pardon, à même d'habiliter de réglementer ces genres de débats et de discussions. Et il y a des intelligences en interne. Pour moi, dès lors que ces questions deviennent externalisées, dès lors que cette déclaration s'est faite pendant une rencontre que j'estime politique, les consultations, on fausse le chose. Et ça, pour moi, ça relève de l'ambition. Or, même quand il s'agit de l'ambition, je ne pense pas que ça soit la bonne approche à utiliser pour pouvoir aller faire clouer quelqu'un de surcroît aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non, il y a 2 sources de compétences. Il y a la formation, il y a l'expérience. Aujourd'hui, personne ne remettra en question la qualité du journaliste Christian. Je l'ai dit sans crainte d'être contredit. Je dis bien personne. Il a exercé ses métiers pendant maintenant quoi, 14, 15 ans. Personne ne lui reprocherait la qualité de service en tant que journaliste. Et donc, si on ne pouvait pas le lui reprocher d'être un excellent journaliste qui est devenu ami presque à tout le monde pendant son exercice de journalisme, je n'ai pas vu Christian être en conflit avec quelqu'un. Je n'ai pas vu un journaliste être en porte-à-faux avec lui. Il était proche et il parlait avec tout le monde. À un moment donné, moi, je commençais à me dire, est-ce que je pouvais avoir la capacité d'intégration comme lui, cette faculté à être en relation avec tout le monde et des très bonnes relations? S'il sait exercer ce métier calmement, pourquoi on lui refuserait la légitimité de le gérer? Donc, pour moi, je pense que il a de fautes, ça c'est une certitude. Les amis ont des revendications, certes, mais les conseils, il existe un organe supra au niveau du CESAC, c'est l'assemblée plénière. Et je pense que c'est là où la plupart des questions doivent être discutées. Et même sur certaines politiques, je ne pense pas que le président décide seul. S'il reçoit l'invitation en tant que chef de corps, il est chef de corps. À moins qu'il soit empêché, il va faire déléguer. S'il est invité à titre personnel ou à titre institutionnel au niveau du chef de l'État, accordez-lui le bénéfice du doute. Merci. Et je pense que l'une des raisons qui fait qu'on redoute un peu ces fréquentations avec les espaces politiques, c'est parce qu'on a des ambitions et qu'on sait qu'il y a un conflit d'ordre personnel et qu'on estime que quand il va là-bas, c'est pour consolider sa place. Merci. Je pense que, relevons le débat.
déjà, on a une profession, beaucoup de gens ont détruit. Il faudra pas qu'au niveau des institutions régulateurs, qu'on ait ce genre de débats du genre Wenge et du genre Warrior Golo à ces niveaux-là. Je pense que s'il y a des ambitions, c'est légitime. Mener des lobbying politiques, le jour où on dira qu'ici c'est fini, tu pars, tu reviens. Mais aller jeter en pâture toute une corporation, je suis pas d'accord. Et on me cite, malheureusement, on me cite le nom de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de révérence parce que son fils est une personne exceptionnelle, est un journaliste hors pair. Le papa lui-même, c'est une légende du métier. Je ne sais pas le dire, mais je vais appeler le doyen à beaucoup de réserves, à beaucoup de retenues, et j'appellerai tous les autres amis, les Serge Kabongo, les autres. On a été ensemble, on a toujours marché ensemble. S'il y a un problème de gouvernance, dites-lui. S'il n'écoute pas, faites recours aux autres anciens. Que lui écoute, il pourra écouter. Mais si c'est une question de gouvernance, vous avez des organes en interne où vous pouvez en parler pour résoudre le problème. Merci beaucoup, M. Magardidiana, pour ce plaidoyer sur... je pense que... Monsieur... J'avais un deuxième mot, vous m'avez pas permis de le dire. Ah, malheureusement. C'est une question importante. Je voulais juste recommander à ceux qui nous suivent ici, on se pose souvent la question sur le patriotisme. J'ai eu la chance de tomber sur un ouvrage très exceptionnel d'un jeune, Joseph Mwikeu, qui a écrit un livre sur le réveil patriotique. Un livre qui, pour moi, devrait être le manuel qu'on doit faire lire à chaque jeune, de manière pratique, qui revient sur les essentiels, comment on peut s'engager pour corriger l'héritage négatif et reconstruire l'héritage positif que les anciens nous laissent. Je vous le recommande, Réveil patriotique. Ceux qui en veulent peuvent écrire sur mes réseaux sociaux sur l'appel, je vous dirai comment s'en procurer, mais c'est un livre d'une grande richesse et qui pour moi est un boussole pour la jeunesse sur cet élan de patriotisme qui prend en compte chaque secteur, chaque aspect de la vie. Merci beaucoup, M. Magardidiana. M. Damien Terranova. Je ne sais pas si je devrais vous donner la parole sur cette question. Donnez-le lui quand même. Qui est importante quand même. Hein. Vous avez émis des réserves déjà avant l'émission. Vous n'êtes pas obligé de dire un mot. Oui, bien sûr, je ne suis pas obligé parce que je ne maîtrise pas les dossiers. Oui. Je ne maîtrise pas les dossiers, je ne maîtrise pas M. Bossembe, je ne maîtrise pas ces prédateurs aujourd'hui. Oui. Alors, je pense que je suis cloué, quoi. Merci beaucoup, M. Damien Terranova. Mais cela, peut-être, c'est que je peux leur dire qu'ils soient tous des patriotes. L'amour fraternel est très important, qu'ils s'acceptent, qu'ils acceptent les défauts, les faiblesses de l'autre, et c'est ce qui fait le beau de la vie. Et s'il y a des couacs, qu'ils arrangent ça d'abord avant de venir sur la place publique, qu'ils arrangent ça en aparté, et si ça ne va pas, il y a des institutions habilitées. C'est pas seulement la télévision et les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre présence, M. Richie Malanga, M. Damien Terranova, M. Magardidiana. Merci. Cravate verte. Je suis devenu écologiste. Voilà, c'est par cette note que nous bouclons cette émission. Merci. Si vous l'avez aimé, mais si vous ne l'avez pas aimé, prière de nous envoyer vos suggestions. Elles seront toujours les bienvenues. À très bientôt.